qu'il enregistre. Ça y est, ça enregistre. OK, maintenant je vais recommencer. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour votre assistance aujourd'hui sur le Zoom et en personne. Merci à nos orateurs qui sont venus de loin comme André ou de tout près comme Boban et les autres deux qui vont être en Zoom. Rahman qui avait de bonnes intentions de venir de Vienna, mais malheureusement, il avait un problème de test PCR, donc il va être aussi en Zoom. Et finalement, Joël, qui va être en Zoom cet après-midi. Donc, pour ceux qui sont nouveaux au séminaire Mamoufi, je voudrais juste dire quelques mots qui vont vous expliquer l'esprit de ce séminaire. Bien sûr que François pourrait le faire beaucoup mieux que moi, mais comme, voilà, peut-être il va dire quelques mots supplémentaires tout à l'heure. Donc, François, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la musique, les mathématiques et la philosophie et plein d'autres choses. Mais donc, ce séminaire mathématiques, musique, philosophie, ça c'est son séminaire depuis très longtemps, je crois 30 ans ou quelque chose comme ça. 20 ans, plus de 20 ans. J'ai l'honneur d'être un peu, de faire partie un peu de son groupe de travail. Donc, ce séminaire ici, ce n'est pas une conférence. Hein. Donc, on n'est pas là pour conférencier, pour être formel, on est ici pour travailler. Donc, vous avez le droit de discuter. Et en fait, la discussion, c'est invité. Nos orateurs sont au courant. Ils savent que leur exposé, c'est un mélange d'exposé, la discussion. Et voilà, François. Non, je vais simplement dire aussi, on s'autorise d'interrompre l'exposé pour des questions de compréhension. Pas vraiment pour des discussions de fond, mais il s'agit que tout le monde comprenne ce qu'il veut, donc il n'y a pas de problème pour demander une explication, quoi, si nécessaire. Oui, les commentaires tout longs, on les laisse pour la discussion à la fin, mais vous pouvez bien sûr interrompre pour la question de compréhension. Maintenant, pour cette journée qui est un événement qu'on organise depuis avant le confinement, voilà, je pense que c'était justement 2 jours après le premier confinement qu'on était censé avoir notre séminaire Mamoufi et c'était moi-même qui était censé exposer. Et il avait Francesco Zalamea et d'autres gens qui font partie de ce séminaire, mais ça ne s'est pas passé. Et après, je me suis dit, ben, c'est beaucoup mieux d'inviter des copains et d'avoir une autre vision que seulement la mienne. Mais l'idée de ça, c'est, vous avez vu le titre, c'est quoi déjà, l'indépendance mathématique et ses limites logiques. Et donc, l'idée de ça, c'est qu'on a beaucoup parlé dans le séminaire au sujet de l'indépendance mathématique, les vérités en mathématiques. Alain Badiou, qui est une présence forte dans ce séminaire, nous a fait découvrir son dernier ouvrage, comme il a fait pendant plus que 20 ans tous ses autres ouvrages. Et les gens ici sont bien informés au sujet de l'indépendance de mathématiques, mais peut-être un peu moins informés, par ailleurs, tout comme d'autres mathématiciens, que ce n'est pas que tout est indépendant en mathématiques et que la théorie des ensembles, notamment, n'est pas simplement une science qui s'occupe de montrer que les choses sont indépendantes. C'est-à-dire, il y a des lignes fines entre ce qui est indépendant des ZFC et ce qui n'est pas, et des autres axiomes. Et bien sûr, on n'est pas seulement ici seulement pour parler de la théorie des ensembles, il y a d'autres fondements des mathématiques. Donc, on va explorer toutes ces thématiques pendant cette journée de travail. Et on est un tout petit peu en retard, quelques minutes que j'ai pioché de l'exposé d'Andrés. Donc, je ne vais plus m'attarder, je vais introduire Andrés. S'il te plaît, Andrés, tu peux venir ici pour que je puisse t'introduire. Donc, Andrés Villaveches est venu de Bogota, où il est professeur à l'Université nationale de Colombia, à Bogota. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, 1990, je crois, quelque chose comme ça.
Lui et son épouse Maria Clara, qui est également ici, qui est photographe, artiste. Voilà, Andreas, c'est quelqu'un qui est vraiment l'invité idéal pour ce séminaire parce que c'est quelqu'un qui a fait travail dans beaucoup de domaines différents, donc la théorie des ensembles, la théorie des modèles et après aussi la philosophie. Vous allez voir certainement de belles photographes qui va nous montrer dans son exposé, ça c'est sa signature, donc il est aussi un photographe passionné et un éducateur passionné qui travaille à l'Université nationale de Columbia. Donc, ça, ce n'est pas l'université où on accueille les petits riches. C'est une université où on accueille tout le monde. J'avais l'occasion de leur rendre visite. On a beaucoup d'étudiants là-bas qui travaillent toute la journée pour pouvoir se permettre d'étudier le soir. C'est un endroit magnifique qui fait... voilà, qui est aussi dans nos priorités ici à Mamoufi, ce genre d'éducation. C'est la même université que Fernando Zalamea? Exactement, c'était ça que je voulais. Donc, je vais finir en disant que vous connaissez cette université par Fernando Zalamea qui nous rend visite ici très souvent, qui va venir, je pense, en mai. Il y a une journée qui va être consacrée au travail récent de Fernando en mai, une journée magnifique. Fernando Zalamea, donc, qui est un collègue de notre ami, a sorti 2 livres, l'un sur Grothendieck et l'autre sur la théorie des faisceaux. Et donc, on va l'examiner je ne sais plus à quelle date, on va regarder sur le site, mais examiner ces 2 livres en mai prochain. Et Fernando viendra aussi. Voilà, merci. Je ne sais pas si je m'assois. Oui, il vaut mieux que ça soit. D'accord. Je n'ai pas pu effacer le tableau. Il n'y a aucun problème. Non, c'est parfait. Si j'ai besoin du tableau, je pourrais l'effacer. Oui, j'ai bien pu effacer. Non, c'est parfait. Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous, aux organisateurs, et en particulier à Myrna pour son invitation ici à Mamoufi aujourd'hui, et aussi pour sa présentation aussi généreuse et aussi belle. J'espère qu'il y aura certaines images, mais aussi j'espère que je pourrai m'adresser vraiment au thème que vous discutez ici, que nous voulons discuter aujourd'hui ici. Donc, je vous remercie tous, et notamment Myrna Djamonia, surtout pour parler à un endroit aussi emblématique que l'IRCAM. L'IRCAM, pour moi, depuis beaucoup d'années, depuis l'époque où j'ai connu Myrna aux années 90, c'est un endroit de rêve dans beaucoup de sens. C'était le centre de musique contemporaine, mais je ne savais pas alors que c'était aussi un centre où les mathématiques et la philosophie avaient leur place, et de cette façon. Donc voilà, le tissu et la toile d'interaction entre les mathématiques, la philosophie, la musique ont été l'inspiration chez beaucoup d'entre nous ici. Et dans mon cas, ces interactions illuminent de loin certaines des questions que je me pose, je discute avec mes collègues et amis, dont par exemple Fernando Zalamea, là à Bogota, mais aujourd'hui ici avec vous. Ils font aussi partie du fond, du background, d'habitude flou ou imprécis des recherches faites la plupart du temps dans le coin matheux du diagramme. Il y a un petit coin où on se place d'habitude, et aujourd'hui, il nous faut sortir de ce coin-là, nous autres, les mathématiciens, et c'est toujours un petit défi. Bon, pour commencer, comment est-ce que je descends avec ceci? Les flèches, normalement les flèches. Oui, mais les flèches font un bruit. Non, ou bien... Ah, voilà. Je voudrais dédier ma présentation d'aujourd'hui à Francisco Jovino, qui était aussi colombien et qui a passé quelques-unes de ses années ici à IRCAM. Il est décédé en 2020, et d'ailleurs son frère José Jovino est un mathématicien qui fait la théorie modèle aux États-Unis, qui tous sont colombiens. C'est une famille colombo-italienne qui est aussi dans ce tissu de relations entre musique et mathématiques, et aussi philosophie.
Donc, voilà. Je, oui, je comprends. Bon, je veux vous montrer un peu les étapes du chemin avant de commencer. On va commencer un peu doucement, peut-être aujourd'hui, et puis on va rentrer sûrement un peu dans cette conférence et sûrement dans les autres, dans des thèmes de plus en plus euh, enchevêtrés, de plus en plus compliqués peut-être. Mais nous aurons 3 étapes dans notre chemin d'aujourd'hui. Je vais parler au tout début de notions classiques d'indépendance qui, en fait, ne sont pas nécessairement liées à la théorie des ensembles, mais sont beaucoup plus générales. Je vais parler un peu d'où elles viennent, sans vouloir être exhaustif, puisque c'est une notion, c'est une notion assez grande. Mais je vais parler un peu des origines des notions d'indépendance et comment est-ce que elles deviennent des notions logiques dans la théorie des ensembles et dans la théorie des modèles. Moi, je me place tout à fait au milieu entre la théorie des ensembles et la théorie des modèles, tout comme Myrna, entre autres. Et c'est là que nous serons dans cette première partie de la présentation. La deuxième partie, je vais parler de ce que j'appellerais l'autre coin de la carte. Vous verrez pourquoi ça s'appelle l'autre coin de la carte. De quelle carte? Je vais vous montrer un peu cette carte de théorie mathématique et comment on a en fait 2 notions logiques d'indépendance bien différentes. L'une d'entre elles, un peu plus semblable à ce que Myrna nous a parlé ici, l'autre venant d'autres sources un peu différentes. Et puis, pour clore l'exposé ou la discussion, je parlerai un peu de ce que j'appelle la carte feuilletée. Et donc, on va voir un peu d'où vient ce feuilleté. Donc, nous allons parler d'indépendance. Et après, nous commencerons par quelques images que je trouve emblématiques. Mais après une description, je passerai à certaines notions étymologiques du concept d'indépendance. Et nous passerons à la description d'une ligne qui me semble importante historiquement et philosophiquement et qui, nous le verrons, débouche sur des constructions et des problèmes assez récents en mathématiques et en logique. Et il s'agit de la notion de von Neumann et à ses départs, et puis de Scheler et d'autres auteurs plus récemment, de notions abstraites d'indépendance. Et puis nous verrons non seulement quelques-unes de ses propriétés, mais surtout une espèce de grande topographie des théories au premier ordre, dont le clivage principal est justement la présence ou absence de notions d'indépendance. Donc la carte qui apparaîtra à un moment donné aura comme boussole, comme clivage principal, justement la présence ou l'absence de ces notions d'indépendance. Bon, je crois que, après avoir illustré cette première carte en termes de propriétés abstraites d'indépendance, je ferai un détour vers ce que j'appellerais le coin orageux de la carte, l'autre coin, qui est le coin des théories si riches en concepts et en définitions internes possibles qu'ils arrivent à coder leurs propres énoncés et à simuler des questions de vérité en leur fort intérieur. Et il s'agit bien sûr de la théorie des ensembles et de l'arithmétique ZF ou ZFC et PA, et nous illustrerons quelques concepts d'indépendance axiomatique au passage. Mais surtout, nous insisterons sur la présence d'indépendance axiomatique intéressante qui est directement liée au fait qu'il se trouve dans ce coin-là de la carte. Donc, l'endroit où nous le trouverons sur la carte nous dira quel genre d'indépendance pourra-t-on avoir. Donc, ayant formulé cette tension et cette différence fondamentale entre indépendance mathématique algébrique et indépendance logique, mathématique aussi, mais à un caractère plus ontologique, depuis les années 1960 notamment, les méthodes pour démontrer ces indépendances axiomatiques ont fait recours au forcing, c'est-à-dire à des méthodes éminemment sémantiques, mais clivées sur le langage, comme on sait, pour le forcing. Je finirai avec une nouvelle version que je vous proposerai de la grande carte, une version qui n'existe pas officiellement. Elle existe ici, elle existe dans nos conversations avec certains de nos proches dans cette partie de la logique mathématique, qui sera la version feuilletée ou foliated, qui est aussi une version qui pourrait se présenter un peu comme faisceau, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Et je montrerai comment l'opposition entre indépendance mathématique et leurs limites logiques, ou indépendance logique et leurs limites mathématiques, puisqu'on a en fait les 2 situations, comme dans le titre, mais aussi dual par dualité au titre. Mais parfois, cette tension que je vous montrerai peut se résoudre en étendant la carte à d'autres logiques, notamment les bien classiques logiques infinitaires,
et les moins classiques, appelées classes élémentaires abstraites. Voilà, ici. Alors, nous commencerons un peu par... quand on voit le mot indépendance, ces images qui nous proviennent du monde politique, des mouvements indépendantistes au monde entier, ou des mouvements qui inspirent les mouvements d'indépendance au monde entier, depuis Paris, par exemple. Mais on commence à penser qu'est-ce que c'est que cette espèce de façon de vouloir trouver une indépendance. Indépendance par rapport à quoi? Indépendance de qui? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Quel est l'enjeu de cette indépendance? En plus de l'allusion un peu directe, peut-être un peu blafarde au mouvement d'indépendance politique, toujours vif et important, bien sûr, mais nous pouvons un peu regarder d'autres images. Alors, je vais commencer un peu par des images et puis on va passer à ce que je vous ai promis. On peut passer à des symboles, comme la sculpture de Chillida au Pays Basque, le peigne des vents. Alors, le vent arrive là-bas et le vent est détourné de façon différente quand il arrive là, au golfe, là, près au Pays Basque, en fait. Alors, ce symbole-ci, il reparaît de façon détournée après dans l'indépendance mathématique. Mais c'est un peu ce genre d'indépendance, ces vents qui sont peignés et qui se détournent dans beaucoup de directions différentes. Nous avons ici aussi le zérodome de Baselitz, pas loin d'ici, en fait. Et cette espèce d'image ou de diagramme, merci, elle évoque aussi des notions d'indépendance que nous verrons. Les formes évoquent des bifurcations, elles évoquent des interactions, et les mots bifurcation et interaction sont importants dans l'indépendance, des interactions et en même temps des niveaux de liberté. Les niveaux de liberté, c'est aussi quelque chose de très important dans l'indépendance, de certains de leurs éléments par rapport à d'autres. Alors, chez Chillida, on avait le vent, chez Baselitz, les troncs sont à la fois attelés et partent en direction indépendante les unes des autres, si on veut le dire comme ça. Ou bien, nous avons ici un diagramme mathématique d'indépendance générale que j'essayerai d'expliquer un peu plus en détail plus tard. Mais ce que vous avez, c'est cette zone commune A, puis B et C étendent tous les deux cette zone commune. Et on a des éléments A et B, petit a, petit b, et on veut regarder un peu quelles sont les propriétés, quel accès ou quelle relation y a-t-il entre A et B, et quel possible problème il y a dans cet accès. Et justement, ce genre de diagrammes d'indépendance, qui ne sont pas si lointains des images que nous avons eues de Baselitz et de Chillida, sont justement à la source de notre façon contemporaine d'aborder l'indépendance en mathématiques. Bien, par exemple, chez Marcel Duchamp, nous avons ici une pièce très fameuse faite sur une vitre qui, en fait, vous voyez, elle s'est cassée à un moment donné. La mariée mise à nu par ses célibataires. Et vous voyez ici deux niveaux. Ces deux niveaux qui, pour le moment, c'est une composition qui évoque des indépendances, l'indépendance des niveaux, mais aussi l'indépendance des deux plans. Le fait qu'il y a un plan derrière que nous voyons, nous pouvons voir là, cette porte derrière, mais nous voyons aussi les objets qui sont censés être les célibataires de la mariée mise à nu, mais en même temps, où est la mariée? Et il y a un symbolisme, mais il y a aussi des directions qui sont, dans un certain sens, mises en problème ici par Duchamp. Alors, la transparence de sa fenêtre évoque la présence de dimensions mentales et géométriques et nous oblige à regarder en même temps les deux côtés de la vitre, à projeter nos pensées sur celle-ci et en même temps à recueillir l'image que ces fragments placés sur la vitre projettent sur nous. Tous ces petits fragments placés sur la vitre, ils projettent quelque chose sur nous et sur notre pensée. Et cette projection est aussi quelque chose de central à l'indépendance. Donc, cette dualité fondamentale n'est encore possible que grâce à la présence des conséquences de notions d'indépendance, comme nous verrons. Regardons aussi ces deux diagrammes mathématiques d'indépendance et remarquons, comme on avait fait avant, la présence d'une zone commune de base et d'une ramification embryonnaire qui peut se manifester de plusieurs façons différentes et avoir des propriétés assez variées. Alors, nous allons maintenant nous placer aux origines.
Voilà, ça c'est encore le même diagramme et avec un peu plus d'explications sur laquelle je reviendrai après. Nous allons nous placer un peu aux origines lointaines du mot indépendance. Alors, le mot est évidemment un mot latin, dependere, pendre, de quel viennent suspension et ou beaucoup d'autres mots. Vous voyez ici, dans d'autres langues indo-européennes, la racine indo-européenne est spend ou pend. Évidemment, c'est des reconstructions difficiles. Hein. Ici, on n'est pas complètement sûr de cette reconstruction, mais il y a quelque chose qu'on peut toujours apprendre quand on voit d'autres descendants de la même racine indo-européenne. Quelques concepts qui sont dérivés de la racine spend, dont indépendance. Alors, je reprends ici le Wiktionary d'étymologie. Alors, possiblement réanalyser, la racine réanalysée de spend, to spin en anglais. To spin et l'indépendance, c'est-à-dire to spin, tisser. Et vous voyez qu'on n'est pas vraiment si loin que ça quand on pense à l'indépendance et à ces notions que j'ai essayé d'évoquer avec ces images. Il y a le fait de tisser, il y a le fait de to spin, to stretch. Originellement, spend et to stretch. Et to stretch, tirer, est aussi quelque chose qu'on fait. Et d'ailleurs, on parle d'extension, de la propriété d'extension quand on fait en mathématiques contemporaines des notions d'indépendance. On étire de beaucoup de façons des éléments. On regarde un élément qui se place ici, on regarde une autre version de l'élément et on essaye de les tirer et voir si à un moment donné, ils arrivent à se toucher l'un à l'autre ou s'ils n'arrivent pas à se toucher l'un à l'autre. Alors, c'est peut-être une coïncidence, on ne sait jamais. Avec l'étymologie, c'est un domaine peut-être même plus difficile que la mathématique ou la musique, je ne sais pas, mais c'est intéressant que la même racine semble être reliée à des mots indo-européens comme spin, spider, pondération, poids. Le mot poids aussi, le mot poids est utilisé en indépendance. On joue sur des poids relatifs qui se placent d'un côté ou de l'autre. Pensum, pensée, span. Le mot span en indépendance linéaire, vectorielle, est terriblement important. Ce qu'on arrive à atteindre par cette extension. Et c'est tout le même mot, c'est le mot spend de la racine indo-européenne. Donc, on commence à voir certaines connexions intéressantes quand on voit ces cousins étymologiques du mot. Ce n'est pas un exercice très profond que je fais là, mais c'est un exercice qui, parfois, peut nous aider à nous placer dans une position un peu différente par rapport à ce que nous faisons normalement. Passons maintenant au XXe siècle. Donc, von Neumann, qui a été à la source de tellement d'idées en théorie des ensembles, tellement d'idées en mécanique quantique, tellement d'idées en théorie des jeux, comme on verra d'ailleurs aujourd'hui plus tard dans l'exposition de Ban Veličković, et tellement à l'origine d'autres sources, de la construction des ordinateurs. Eh bien, il a un livre des années 30, Continuous Geometry. Ce livre-ci est dû seulement à lui. Il y a aussi une définition d'indépendance, et c'est une des premières notions, une des premières définitions qui essaye de capturer la notion d'indépendance de façon mathématique. Je vais expliquer un peu ce qui arrive, mais le principal, c'est cette équation tout au milieu, qui a deux sommes dont le produit est égal à 0. Et les deux sommes, ce qui est important, c'est que les ensembles d'index pour les deux sommes sont J et K, qui sont des ensembles non-intersecting, des ensembles disjoints J et K. Donc, ce qui se passe d'un côté, ce qui se passe de l'autre côté, a un produit 0, et c'est le genre d'indépendance que von Neumann essayait de capturer quand il a fait ses études en continuous geometry, en géométrie continue. Il s'intéressait aux algèbres d'opérateurs liés à la quantique, mais d'une façon beaucoup plus générale. Et il a remarqué qu'il pouvait avoir des notions de dimension pour ces opérateurs, mais que les dimensions de ces opérateurs n'étaient pas des dimensions qui prenaient valeur 0, 1, 2, 3 dans les nombres entiers, mais qui prenaient peut-être des valeurs arbitraires dans les nombres réels. D'ailleurs, ces opérateurs-là sont organisés en forme moderne. C'est les fameuses algèbres de von Neumann que quelqu'un comme Alain Kohn, par exemple, met au centre de son analyse
de ce qu'on appelle la géométrie non commutative, c'est-à-dire le genre de géométrie qu'on devrait avoir pour la physique contemporaine. Donc la source de ces recherches vient des années 30 et ceci c'est la page 8 de ce livre-là et il commence, regardons l'indépendance. Pourquoi? Parce que je veux avoir une notion de dimension, mais ma notion de dimension n'est pas comme dans les espaces vectoriels, dimension 2, dimension 3, dimension peut-être un cardinal infini, mais dimension discrète. Je veux avoir une dimension continue. Et c'est ça la géométrie continue. Mais comment est-ce que je peux avoir une dimension continue si mes notions de dimension, en tout cas celles qui existaient à cette époque, n'incluaient pas des valeurs comme pi ou comme 3/4 ou quoi que ce soit? Alors, il va à la source de ce que veut dire la notion d'indépendance, parce que indépendance et dimension sont des notions complètement reliées. Il y a deux versions, en fait. 1936, von Neumann, dans ce livre-là. Alors, je reprends ici dans un langage légèrement plus moderne. Si I est un ensemble et A, sigma, est un système d'éléments d'un trait I L pour sigma en I, alors le système est dit indépendant et il écrit et il utilise ce signe, en fait. Et ce signe que nous reconnaissons comme la perpendiculaire, en fait, c'est très semblable au signe qu'on utilise dans les notions plus modernes d'indépendance. Si le produit des sommes, ici le sigma est un sous-index, en fait, pour des ensembles J et K, dont l'intersection est vide, donc des ensembles disjoints, si la somme est 0. Le produit des sommes est 0. C'est-à-dire que les interactions, ce qui se passe d'un côté n'a pas vraiment d'influence sur ce qui se passe de l'autre côté. Et cela arrive pour n'importe quel choix de J et de K. Et cette espèce d'indépendance de base très simple, terriblement simple, a été à la source de beaucoup d'autres indépendances que je veux mentionner donc maintenant. Bon, je saute alors. Oui, le point essentiel est la présence d'une relation. En fait, le point essentiel de tout ceci, c'est qu'il y a une relation. C'est une relation, ce n'est pas une relation binaire, c'est une relation qui, en fait, peut être vue comme une relation entre I éléments, entre le cardinal de I éléments, ou on peut l'avoir aussi comme des relations entre deux zones, et nous verrons un peu plus tard comment cette relation devient centrale de la mathématique faite surtout depuis les années 60 et 70 jusqu'à nos jours. Donc, voilà, ceux-là furent donc les premiers pas d'un chemin qui allait littéralement exploser après 1970 avec les travaux en théorie des modèles de Shela, qui, en généralisant la notion de dimension issue du rang de Morley, pour ceux d'entre vous qui connaissent ça, c'est pas important de le connaître en ce moment, captura. De quel produit s'agit-il? Oui, c'est un produit dans le treillis. Alors, il y a un treillis qui a, c'est un treillis booléen si on veut, ou on peut aussi le placer dans des treillis de Heyting, mais il y a deux opérations, un produit et une addition. Donc, discussion, comme tu es en train de discuter, il y a quelqu'un sur vous qui a posé une question. Ah, est-ce qu'on voit? Ah oui, peut-être. Donc, ah oui, je vois. Oui, d'accord. Oui. Mais ceux-là furent donc les premiers pas de ce chemin qui allait, comme je l'ai dit, exploser après 1970 avec les travaux de Sarah qui, en généralisant cette notion, il a capturé la notion la plus centrale qui définit la carte qui nous concerne aujourd'hui. Le mot central, le mot à retenir, c'est le forking. Et c'est intéressant qu'aujourd'hui, le mot forcing et le mot forking, qui sont presque le même, en fait, sont des mots très centraux et les deux très attachés au travail de Sheila, mais au travail en général des logiciens en théorie et modèle, en théorie ensemble. Alors, forking, qui d'habitude est traduit en français comme déviation, ce n'est pas une traduction exacte, capture justement cette notion d'indépendance dont j'étais en train de parler. Et le signe qu'on utilise pour le forking, ou la déviation, et ce signe qui rappelle beaucoup le signe que von Neumann avait utilisé originellement pour son indépendance, mais maintenant on peut le voir comme une relation ternaire entre trois zones.
A, C et B, dire A est indépendant de C sur B et la zone qu'on aura. Donc, comment tu traduis en français forking? Mais c'est bifurqué, mais en fait, les logiciens à Paris ont décidé d'utiliser déviation. Parce que l'idée, c'est aussi comme une déviation. Il y a ils ont une autoroute qui est la route principale, qui est celle qui relie une situation à une autre situation. Et à un moment donné, on a exactement la même description, mais on prend une déviation. On prend un détour, on sort de l'autoroute. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est complètement différent de la voie initiale, mais à un moment donné, on a pris une spécification, on a rendu spécifique quelque chose qui n'était pas spécifique. Alors, si c'est l'autoroute Paris-Lyon, à un moment donné, on prend la direction, je ne sais pas, Dijon, alors on devient spécifique Dijon, ça ne veut pas. Quand on est à Paris, Dijon et Lyon, vous pourrez penser, dans un certain sens, c'est la même direction. Et à un moment donné, ça devient important de dire non, 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 je vais à Dijon, je ne vais pas à Lyon ou au sud. Et c'est cette action de prendre une déviation qui en fait a été décrite, et cela est écrit dans un article par Sheila. À un moment donné, il voulait donner un nom à sa notion, et il a commencé à faire avec ses mains cette you go et quelqu'un lui a dit déviation, forking. Donc on a deux mots différents, mais c'est les mots qui capturent exactement ce qui se passe quand il n'y a pas d'indépendance. Mais il y a aussi le rôle de Baldwin, qui en fait a fait la philosophie de la théorie modèle récemment. Ici, c'est une photo à l'IHP, en fait, il y a quelques années, où dans son livre Fundamentals of Stability Theory des années 80, a commencé à prendre ces notions qui venaient du livre de Sheila, que je n'ai par ici, Classification Theory, qui est le grand livre qui étudie les grandes cartes que nous verrons est vraiment mise au point ici par les quelques 800 pages extrêmement denses de ce livre, mis au point en 1980. Mais après ce travail initial de Sheila, d'autres personnes comme Baldwin, par exemple, et beaucoup d'autres ont commencé à essayer d'analyser le poids et les conséquences de ces notions d'indépendance qui venaient donc de la vieille notion de von Neumann, mais qui en fait était devenue extrêmement complexe et beaucoup plus riche en situation. Et je ne montre ici qu'une petite page du genre d'interaction qu'il y a. Ceci est dû à Hans Adler, qui en fait le premier qui a remarqué parmi les gens en théorie modèle des temps récents, c'est 2007, c'est un peu petit, c'est quelque chose qu'il a fait à Barcelone. En fait, les gens ont commencé à utiliser des propriétés que certaines d'entre elles, je pourrais peut-être les illustrer en discussion, invariance, monotonicité, de genre de monotonicité, transitivité, et puis normalité, extension, c'est très important, mais toutes sont des propriétés qui ont trois zones, comme dans le dessin que j'avais fait avant, et qui parlent des possibilités ou impossibilités de chacun des deux côtés. Et au départ, c'est Adler qui a remarqué que cela était déjà la classification de ce genre de relation avait déjà commencé avec von Neumann. Je ne sais pas si les autres collègues le savaient, mais c'est quelque chose d'intéressant parce que ça permet de voir d'autres relations. En tout cas, le grand livre qui ouvre tous ces domaines-là dans sa première étape, aux années 80, est de Classification Theory de Sarah Scheller et qui a continué en fait dans beaucoup de directions, comme je le montrerai un peu plus tard. Mais peut-être le meilleur endroit pour regarder ce qui se passe, c'est la fameuse carte que je vous ai promis au début aujourd'hui. Parce que cette carte de Gabriel Conant, qu'il appelle Map of the Universe, c'est un peu... Je ne crois pas que ce soit Map of the Universe. Spécialement, si on vient de la théorie des ensembles, on sait que Map of the Universe, c'est quelque chose d'assez différent. Pourtant, c'est un univers. C'est quel univers? C'est l'univers des théories du premier ordre, qui sont tout de même un univers assez important.
Ce n'est pas le seul univers qu'il y a, et j'en parlerai vers la fin maintenant. Mais regardons un peu ceci. Mais je commence par lire un peu quelques pensées, puis je vous montre quelque chose sur cette carte interactive. En fait, le site forkinganddividing.com, vous pouvez y accéder, et la carte est en fait interactive. Donc, c'est http forkinganddividing.com, et la carte est interactive. Vous pouvez cliquer sur les points rouges. Chaque point rouge ici, c'est une théorie mathématique importante. Alors, il y aura les propriétés. Mais ça vous donne la place de la théorie dans une carte qui... C'est un peu étrange qu'elle ait cette forme. Je veux parler un peu d'où vient cette forme. En fait, c'est d'indépendance aussi qu'elle vient. Donc, le long demi-siècle, depuis les travaux initiaux de Shelley et la complétion de son œuvre monumentale Classification Theory, vers 1980, a vu ou a créé un essor immense de la théorie des modèles pour les théories premier ordre. Comprendre les centaines de pages et définitions et notions, c'est le thème d'années d'études, en fait. Mais deux motifs émergent de tout ce travail. Deux motifs dont l'ampleur dépasse de loin la profondeur même de leurs objets d'application originaux. Je vais en parler. Le premier motif, c'est les tranchées. Je n'ai pas une meilleure traduction pour les dividing lines, lignes divisoires peut-être, ou tranchées. J'aime bien le mot tranchée parce que ça tranche en fait entre deux zones, les dividing lines, et leur connexion avec des notions d'indépendance. Deux choses. Notion d'indépendance intrinsèque aux théories et leurs propriétés possibles. Et en effet, Shelley a réussi à aller bien au-delà des rêves les plus farfelus. Il donna plusieurs tranchées. Les tranchées, on les voit ici, certaines d'entre elles. Je vais en illustrer quelques-unes, découpant la carte des théories. Et il donne donc des taxonomies naturelles des deux côtés de la ligne, souvent ayant d'un côté une très bonne définition d'indépendance et de l'autre côté quelque chose à contenu profond aussi. Par exemple, la plus fameuse d'entre elles, je crois que j'ai la carte ici, voilà. La plus fameuse d'entre elles, c'est la tranchée qui sépare la zone rose de cette zone bleue. Cette tranchée, c'est la tranchée principale qui s'appelle stabilité. Quand on est dans la zone rose, c'est la zone stable. Et il y a une notion d'indépendance semblable à celle que j'ai essayé d'illustrer, qui est non seulement est forte, mais elle définit les propriétés de cette théorie. Donc, la théorie a une axiomatisation. L'axiomatisation génère une géométrie interne de ce qu'on appelle la clôture algébrique qui a lieu justement dans ce genre de théorie. Et le plus on se rapproche de ce petit coin, de cette zone, le plus semblable, ça devient à von Neumann et ses dimensions, ou les espaces vectoriels, si on veut. La dimension devient de plus en plus non seulement importante, mais elle contrôle aussi tous les possibles modèles de la théorie. Donc, vous voulez connaître un modèle de la théorie, vous avez la question de complétude, il suffit de connaître la dimension, il suffit de regarder comment sont les interactions comme celles que j'ai essayé d'écrire. Alors, cela est vrai dans cette zone. Cela n'est pas vrai en général, ou pas vrai de la même façon en dehors de la zone. Donc, vous avez une tranchée, mais c'est intéressant aussi qu'en dehors de la tranchée, ce n'est pas tout simplement l'absence de l'indépendance dans ce sens-là, mais le fait qu'il y a un ordre infini. Donc, on a une dichotomie. Ordre dans cette zone bleue de la carte, ordre, ce qui donne quand même beaucoup de conséquences importantes. Les nombres naturels, par exemple, ils ont un ordre, ils sont ici, les nombres naturels, ou la théorie des ensembles est ici, à ce coin de la carte. Mais d'autres théories, beaucoup de théories importantes en mathématiques, si vous voulez utiliser des corps, je ne sais pas quoi, des p-adiques, je ne sais pas quoi, toutes les théories. Et ici, le point rouge représente certaines théories qui sont importantes dans l'histoire des mathématiques contemporaines, ou même venant depuis le 19e siècle en général. Alors que les théories genre la géométrie algébrique, par exemple, ou la théorie des espaces vectoriels, se trouvent vraiment dans cette zone stable. Donc là, vous voyez dans la carte une illustration d'une tranchée importante. Alors, ce n'est pas la seule tranchée. Nous voyons dans la carte, il y a beaucoup d'autres possibilités. Certaines tranchées sont vraiment profondes et donnent de l'information importante des deux côtés. Certaines tranchées sont moins importantes et cela dépend de questions logiques plus profondes.
Bon, la dichotomie, c'est entre ordre et quoi? et stabilité. Stabilité. Oui, et on ne peut pas avoir ordre infini et stabilité en même temps. C'est impossible. Je pourrais essayer de dire si c'est une preuve compliquée, mais il y a cette idée. Pensez un peu au réel et au rationnel. Ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît, qu'on pense depuis les Grecs. Et justement, le saut qu'il y a des réels rationnels avec Dedekind a été le fait d'avoir les coupures de Dedekind, de voir les réels comme des coupures. Donc, il y a une explosion. Quand on passe des rationnels au réel, il y a une explosion cardinale. Alors, chacune des coupures, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est justement une de ces configurations comme celle de la carte des dessins que j'ai fait avant. C'est une configuration possible par rapport à certains nombres rationnels. Mais combien de coupures y a-t-il? Mais un continu de coupures, on le sait depuis Cantor. Donc, le nombre de coupures est beaucoup plus grand que le nombre de paramètres de coupures. Le nombre de paramètres, c'est des rationnels. Il n'y a qu'à F0. C'est un nombre très petit, c'est l'infini le plus petit. Et tout de suite, quand on regarde les coupures, on saute. Mais d'où viennent les coupures? Elles viennent de l'ordre. Alors, l'ordre génère l'explosion, si on veut le dire. L'ordre génère l'explosion. L'explosion de quoi? L'explosion, en ce cas-là, de la cardinalité. Mais la cardinalité de quoi? Dans notre lingo de théorie et modèle, on dit du nombre de types qu'on peut avoir, mais en fait, c'est le nombre de configurations d'indépendance, comme dans le dessin que j'ai fait. Elles ne sont pas stables, elles sautent immédiatement. Et ce qui les fait sauter, c'est la présence de l'ordre. Donc, c'est quelque chose qui, chez Cantor, était déjà mis au point de l'intuition d'une façon assez impressionnante, mais qui en fait était un cas particulier d'un phénomène beaucoup plus grand. Si vous voulez, je ne sais pas si l'intuition arrive. Les coupures, à ce moment-là, sont du côté de la stabilité. Les coupures sont de l'instabilité, parce que les coupures viennent de l'ordre. Donc les réels, par exemple, ils seraient du côté instable ici. Il y a, donc, parce qu'il y a ordre. Et la stabilité, c'est là où vous avez les diagrammes où tout est contrôlé par des dimensions. Cette dichotomie fondamentale est ici représentée dans ce dessin. Il y en a d'autres. Cette petite zone, strongly minimal, est aussi très importante. C'est la zone où vraiment tout est contrôlé, rien que par des diagrammes semblables à celui que je vous avais déjà montré avant, ici. Donc, si tout est contrôlé par des diagrammes d'interaction, aussi simple que ça, vous êtes bien loin de la théorie des ensembles ou même de l'arithmétique. On est bien loin de ça. Mais la géométrie algébrique, elle se fait et elle marche bien justement parce qu'elle est complètement contenue dans les conséquences de diagrammes comme ça. Je ne veux pas dire que la géométrie algébrique soit une partie très facile de la mathématique. Nous savons bien qu'elle est très compliquée dans d'autres sens et à la source d'interaction avec la physique. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'explosion comme celle que je mentionnais qui arrive dans cette autre zone du diagramme. Donc, les conséquences du travail énorme de Sheila venant de la logique directement, c'est parce que c'est par des considérations clairement logiques et théories et modèles qu'on arrive à cette carte de l'univers qui est quand même surprenante dans beaucoup de sens. C'est une carte énorme qui continue à se remplir et on continue à former la taxonomie de cette carte. Et nous permet donc de voir n'importe quelle théorie de premier ordre peut être à sa place unique dans cette carte. Et le fait que, par exemple, deux théories soient dans la même zone, qu'on appelle par exemple ici NIP distal, O minimal, montre que même si c'est des théories qui sont présentées de façon très différente, elles seront semblables, en tout cas en tout ce qui concerne leurs propriétés les plus géométriques, logiques, si on veut utiliser le mot. Une autre façon d'illustrer ceci, c'est la zone rose ici, c'est une théorie où tout est dominé par l'algèbre. Alors, la géométrie algébrique, le mot le dit, tout est dominé par l'algèbre. Les espaces vectoriels, tout est dominé par
des relations à caractère purement algébrique. Et si on veut avoir une théorie mathématique qui ait une saveur algébrique, mais se place par ici, alors il faut faire du travail pour essayer de la raccrocher à quelque chose venant ici. La géométrie algébrique réelle est beaucoup plus difficile que la géométrie algébrique complexe, parce que les réels ont un ordre. Alors, ils sont placés quelque part au minimal par ici. Pourtant, le fait qu'elles soient au minimal nous tresse certains ponts vers cette région-ci. Donc, il y a aussi certains tunnels entre les régions, mais ça, c'est déjà un peu plus compliqué. Alors, pour dégager un thème de ceci, l'indépendance est directement liée à la possibilité donc, de définir des degrés de liberté, comme on avait vu aussi dans la sculpture de Chillida, des dimensions. À un extrême de la carte, ce qu'on pourrait appeler ici le sud-ouest de la carte, les modèles possibles tendent à n'avoir qu'une dimension, tendent à être déterminés complètement par leur cardinalité infinie. Donc c'est la partie simple, dans un certain sens, ou qui a une richesse plutôt à caractère algébrique. Et elle réalise, mais c'est le cas idéal des théories catégoriques, elle réalise de la façon la plus extrême possible le rêve d'Aristote, de Leibniz, d'une correspondance parfaite entre les modèles et leurs descriptions. Et quand on se déplace lentement, graduellement, vers l'est ou vers le nord de la carte, on commence à abandonner cette unidimensionnalité et on commence à regagner en complexité des géométries de l'indépendance. Elles deviennent de plus en plus complexes jusqu'au point où elles deviennent tellement complexes qu'on ne peut plus vraiment les traiter en géométrie. Alors, les théorèmes classiques de Sheila permettent de caractériser de façon précise et unique le genre de relation d'indépendance qui est liée au langage. Et la logique, ce n'est pas les indépendances c'est les indépendances contrôlées par le langage. Définissant les zones les plus tempérées de la carte, le sud-ouest, pour ainsi dire, et disparaissent lentement lorsqu'on s'éloigne de cette zone-là vers les théories instables ou non superstables, ou ayant la seconde propriété de l'arbre TP2, la propriété d'indépendance, beaucoup de noms de propriétés que vous voyez ici à droite dans cette carte interactive de Conant. Lorsqu'on arrive à l'autre coin de la carte, donc au nord-est, on a déjà comblé tout espoir de classifier les modèles possibles de théorie et on tombe dans un univers riche en une autre sorte d'indépendance, l'indépendance logique pure. Alors, on passe de l'indépendance purement algébrique à une indépendance très différente, l'indépendance logique, qui sera examinée vraiment dans au moins deux des discussions qui viendront un peu plus tard aujourd'hui. Et les configurations du forking se sont presque totalement effacées. Donc, on est vraiment loin de von Neumann, ou de ce von Neumann-là, par ici. Il y a aussi von Neumann dans la théorie des ensembles qui est à ce point-ci, mais pas exactement le même travail de von Neumann. Les configurations du forking se sont presque totalement effacées, j'avais dit, et laissent place à un monde totalement différent. Et c'est un peu comme passer à une zone de l'univers où les lois régulières, tempérées de gravité, auraient fait place à des situations de dilemmes brutaux, et des torsions infinies, extrêmes, comme on voit en arithmétique et en théorie des ensembles. C'est ce que nous regardons maintenant d'un peu plus près. Donc, on va regarder un tout petit peu cette partie de la carte et nous placer un peu du coin, ce que j'appelle le coin orageux de la carte. Donc, ce qui viendra, ce sera un peu plus court que ce qui venait, parce que je veux avoir de la place pour la discussion. Mais plaçons-nous un peu de ce coin-ci, au nord-est de la carte, qui est le coin qui est intéressant dans beaucoup d'autres sens différents. Et pour les mathématiciens, il y a aussi il y a une question de préférence. Il y a certains de nos collègues pour qui toute leur carrière, tous leurs intérêts mathématiques se placent plutôt de ce côté-ci. Ce n'est rien de bon ni de mauvais. Il y a des dimensions très bonnes qui ont lieu là-bas, qui n'ont pas lieu ici. Et parfois, ils se sont un peu dépaysés quand ils viennent du côté de l'arithmétique, aux théories des ensembles. Et parfois, il y a aussi le contraire. Il y a des gens qui préfèrent se placer là où il y a l'indépendance logique pure et dure, comme on verra un peu plus tard, et le forcing, pas le forking, qui est à l'autre coin, mais le forcing, et les grands cardinaux, et toute cette autre richesse différente. Et ce n'est ni plus riche, ni moins riche, c'est tout simplement quelque chose de différent. Nous quittons donc maintenant le domaine où le forking, où l'indépendance géométrique, algébrique domine le comportement,
Et nous passons à décrire, ne fût-ce qu'en passant très rapidement ce coin orageux. Mais ceci, je le fais beaucoup plus rapidement parce que Rahman et Boban, au moins, et sûrement Joël aussi, vont en parler beaucoup plus. Donc, les théories ZFC, ZFC c'est celle-ci, et PA, l'arithmétique de Peano, oui. Et ceux qui partagent certaines de leurs propriétés en termes de théorie de la stabilité. Donc, n'importe quelle autre théorie qui se trouve ici, si on clique sur ces deux théories, on voit de quelle théorie il s'agit, mais je ne veux pas rentrer maintenant dans ça. Mais voilà, le genre d'indépendance présente parmi ces théories-là est très différent. C'est l'indépendance purement logique. Tenant compte de nos limitations temporelles, je ne touche ici que de façon très légère cette lignée résultat qui, allant de Cantor à Cohen, en passant par Gödel, tout d'abord, ont établi l'indépendance de l'hypothèse du continu et de l'axiome du choix par rapport à l'axiomatique ZFC. Je mentionne simplement en passant que les travaux de Cohen en 1963 ont inauguré toute une véritable révolution méthodologique absolue. Il y a un avant Cohen et un après Cohen, un avant le forcing et un après le forcing brutal. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, je veux parler un peu de thèmes qui s'en sortent ou qui en découlent. Mais c'est aussi parce que je sais qu'il y aura beaucoup plus de discussions sur ce coin-là un peu plus tard aujourd'hui. Donc, le plus important, c'est qu'elle place le centre de l'étude de l'indépendance dans la construction de modèles par la méthode du forcing, qui consiste à changer l'univers ensembliste. Alors, le modèle doit changer l'univers de théorie des ensembles en y ajoutant des éléments nouveaux qui pourtant peuvent être nommés à partir de l'univers d'origine. Ah là, j'ai laissé en espagnol ceci, l'univers initial, c'est presque la même langue, l'univers des noms. Et cet univers de noms collapse en ce qu'on appelle l'extension générique. Je ne vais pas faire les détails de l'extension générique ici, mais je vais la mentionner. Je vais aussi mentionner un peu la richesse de la méthode, parce qu'elle ne peut pas être exagérée. La richesse de cette méthode, les méditations finales d'Alain Badiou dans L'être et l'événement, c'est exactement sur ça. Ils emportent témoignages profonds au niveau ontologie, de la théorie sujet et des relations profondes avec Leibniz, même avec Lacan. Là, ils rentrent dans des domaines où je ne suis absolument pas du tout au courant des détails. Mais deux autres exposés aujourd'hui, Mohamed Pour et Veličković, reprendront en détail beaucoup plus grand des notions, ou beaucoup plus fin, des notions d'indépendance ensembliste qui seront axées sur les axiomes additionnels de forcing ou provenant de la théorie des jeux. Donc, un peu... Il y a le thème de vérification sémantique, le fait qu'il faut vraiment aller dans les modèles et la construction de modèles. C'est vraiment quelque chose qui est surprenant et très haut quand on l'apprend pour la première fois, quand on apprend le forcing pour la première fois. Peut-être l'aspect le plus fort, à mon avis, de l'indépendance axiomatique, et le fait que sa vérification est sémantique. Donc, on veut prouver que certains axiomes sont indépendants dans le sens d'axiomes par rapport à d'autres axiomes, et on passe par la construction de modèles, comme je l'avais déjà dit, mais cela donne lieu à une gamme de principes modulateurs, de minimalité, de maximalité, de naturalité, qu'on peut discuter, si vous voulez. En tout cas, dans L'être et l'événement, Badiou il se fait fort de l'étude ontologique des univers forcés, des univers construits par le forcing, et des objets qui, pouvant être nommés à partir de l'univers de base, ont pourtant des propriétés qui sont capturées par l'indiscernable et le générique. Donc, un peu dans ce diagramme, il y avait cette espèce de flou à droite, l'univers des noms qui sont indiscernables et génériques par rapport à l'univers initial, et qui sont qui donnent lieu à la vérification sémantique. Certaines familles d'axiomes, donc certaines notions d'indépendance en résultent. Par exemple, les axiomes de forcing qui sont des principes de maximalité. Tout ce qui peut avoir lieu aura lieu. C'est un peu la devise, l'idée
qui est derrière des actions qui sont en fait assez compliquées à expliquer en détail, ont toujours cette notion. Vous voyez, les diagrammes, la terminologie, les méthodes sont tout à fait de l'autre côté de la carte ici. C'est complètement différent. Et je vais peut-être fermer ce petit mini chapitre qui a à voir avec ce coin de la carte qui sera exploré de façon beaucoup plus détaillée par, au moins par Boban et par Rahman. Mais je souligne ici un thème que je trouve important, qui est souvent implicite chez nous, lorsqu'on fait notre travail entre collègues, mathématiciens, mais brutal dans le coin des théories ZFC-PA, qui est la liberté brutale de construction d'univers alternatifs. Alors là, ça n'existe pas du tout de l'autre côté. De l'autre côté de la carte, il n'y a pas cette liberté brutale. Parfois, quand on fait la théorie ensemble, on s'habitue un peu à toutes ces possibilités, principe de maximalité, on peut changer les cardinaux, on peut changer les réels, on peut changer beaucoup d'autres choses. Ça n'arrive pas de l'autre côté de la carte. D'ailleurs, ils ne font jamais ce genre de choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à voir. Il y a quelque chose qu'on appelle le forcing modélo-théorique aussi, qui a à voir aussi avec ce qui se passe de l'autre coin de la carte. Mais cette liberté est intéressante et elle a été en fait explorée jusqu'à un certain point par nos collègues philosophes. Hankins, qui parlera aujourd'hui à la fin, il la reprend de façon notable avec son étude de ce qu'il appelle le set-theoretic multiverse. C'est une des manifestations de cette liberté. Certainement pas la seule, mais elle a été déjà étudiée au point de vue philosophique. Ben, je ferme avec la carte feuilletée. C'est ça qu'il appelle le coin orageux, c'est à cause de cette liberté brutale? Oui, oui. Alors, on pourrait l'avoir comme quelque chose de négatif, parce que orageux, il n'y a pas de catégoricité, mais on peut aussi l'avoir de cette façon. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe entre les deux coins, et c'est là que je ferme. Donc, nous allons maintenant vers la fin de cette partie. Je parle un peu de la carte feuilletée. Ceci est beaucoup plus tentatif. Ce n'est pas si historique que ça. Cela a à voir avec mes travaux et les travaux d'un petit groupe de personnes. Deux d'entre eux sont ici, dans cette salle, en fait, en mathématiques. Il n'y a pas beaucoup de gens au monde qui essayent de relier les deux coins, le coin orageux de la carte, le coin tempéré de la carte, si l'on veut. Mais il y a une chose très intéressante qu'on peut essayer de faire. La première chose, c'est réaliser que le monde n'est pas plat. Évidemment, le monde n'est pas plat. La carte est plate. La carte de Conan, qui, pour les théories de premier ordre, c'est une carte plate. Elle marche très bien. Il a son sud-ouest, son nord-est, toute cette tension. C'est une carte à une richesse extraordinaire qu'on peut étudier toute sa vie si on veut. Mais si on veut se placer un peu en dehors, il faut regarder d'autres choses. La carte des théories possibles mathématiques issues des notions d'indépendance ne l'est certainement pas non plus, en fait. Alors, une extension de la grande carte de Sheila et de la théorie des modèles allant maintenant bien au-delà des théories de premier ordre commence à être étendue de façon systématique, parfois surprenante, comme je le dis ici. Parce qu'il s'agit donc de ce qu'on appelle, en langage plus technique, la théorie de stabilité pour les classes élémentaires abstraites, qui comprend notamment beaucoup de classes importantes qui ne sont pas axiomatisables en premier ordre. Parce que, aussi bonne que cette carte est, et en fait elle est merveilleuse, tous les points rouges de cette carte sont des théories où vous avez une axiomatisation du premier ordre. Et tout cela va très bien, mais l'analyse mathématique, il y a de bonnes parties de l'analyse mathématique qui n'ont pas une axiomatisation du premier ordre. Il y a aussi d'autres parties de la mathématique qui peuvent avoir des axiomatisations de premier ordre, mais certaines de leurs propriétés, comme la neutérialité par exemple, ne sont pas vraiment de premier ordre. Ou comme on verra peut-être dans l'exposé de Salamea, les logiques de faisceau ne sont pas de premier ordre non plus. Mais aussi, n'allant pas jusque-là, il y a beaucoup de phénomènes, par exemple le phénomène d'un groupe qui est localement fini, le fait d'être localement fini, c'est-à-dire tout sous-groupe généré par un nombre fini d'éléments est aussi fini. Mais cette propriété est importante en théorie des groupes
et n'est pas le premier ordre. Alors, il y a une liste assez longue. Les espaces de Banach, les espaces de Hilbert, leur théorie et modèle n'est pas dans cette carte. Donc, cette carte est merveilleuse, mais il y a beaucoup de mathématiques qui ne se placent pas dans cette carte. Alors, on pourrait se dire, bah, rien à faire, c'est un autre pays. Ou bien on pourrait dire, non, mais on peut essayer de la placer dans cette carte, mais comment? Et ce qui est intéressant, c'est que il y a déjà une façon de placer certaines de ces théories, pas toutes, mais d'une façon où les dividing lines, ou les tranchées que nous avons essayé d'illustrer, commencent à apparaître. Elles n'apparaissent pas de façon encore aussi nette et aussi bien marquée qu'en premier ordre en général, mais pendant les 20 dernières années, surtout le 21e siècle, le chemin a été assez fort dans cette direction. Donc, le mot d'ordre là, c'est les classes élémentaires abstraites qui sont des classes de structure, comme les groupes, qui sont élémentaires, mais pas élémentaires, mais élémentaires abstraites. Élémentaire, ça veut dire qu'on a une théorie premier ordre. Ça, c'est élémentaire. Élémentaire abstraite, c'est comme élémentaire. Cette description-là, en fait, c'est une fois Myrna qui l'a donné dans un exposé technique, mais les classes élémentaires abstraites sont comme les classes élémentaires, sauf qu'elles sont abstraites. Donc, on ne va pas les axiomatiser par des théories au premier ordre, mais on va essayer d'en trouver la structure à un niveau peut-être un peu plus profond. En tout cas, dans la carte que j'appelle feuilletée, ces notions apparaissent. Le splitting, qui est une espèce de rupture galoisienne, dans le sens qu'elle prend au sérieux les groupes d'automorphisme, et les anciens types qui étaient donnés par le langage sont maintenant donnés par des automorphismes de grands modèles, comme chez Galois. Donc on reprend Galois 200 ans après, un peu plus au pied de la lettre. En fait, Bruno Poisat, il a réécrit la théorie Galois il y a 200 ans en utilisant la théorie modèle moderne. Et je n'ai pas ici, si dans mon ordinateur quelque part, mais pas dans cette présentation, sa phrase. Et il dit, la théorie modèle moderne permet de lire la théorie de Galois d'une façon plus semblable dans l'esprit à Galois lui-même que toutes les présentations qu'on a fait pendant 200 ans après. Je ne sais pas si c'est trop petit, mais ce n'est pas important en ce moment. Il y a le même genre de situations, invariance, unicité, symétrie, transitivité. On ne va pas rentrer dans cette liste là en ce moment, ça prend des heures et des heures, évidemment, de regarder toutes les possibles variantes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive peu à peu, en filtrant tout ceci, à lever ces tranchées, un peu comme si on prenait la carte plate, originale, où on lui ajoutait peut-être une dimension additionnelle. Certainement, on peut voir jusqu'à un certain point cela comme ça, ou plutôt une espèce de foliation à la Riemann. C'est plutôt alors, je n'ai pas encore pu générer moi-même la carte à la Riemann. Je devrais mélanger ce genre de dessin, de surface de Riemann. Mais c'est une espèce de surface de Riemann. Et qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans les surfaces de Riemann? Mais beaucoup de choses, évidemment. Mais quelque chose qui est surprenant, c'est qu'on peut parfois prendre un chemin, passer d'une feuille à une autre. Et en passant d'une feuille à une autre, les propriétés, d'un côté, elles changent jusqu'à un certain point continuellement, mais de l'autre côté, elles peuvent changer complètement. On peut rêver, et cela est déjà arrivé pour la première fois, de passer de la zone orageuse, de la zone ensembliste, de la zone indépendance logique, à l'autre zone dans la carte. Cela devient possible. En fait, c'est déjà arrivé. C'était un peu l'ouverture du siècle. Vous n'entendez pas quand vous dites passer de la zone orageuse à la zone paisible, dans le sens en modifiant la théorie, dans quel sens en fait Oui, mais justement, je mentionnais un exemple parce que c'est un exemple très intéressant. Je fais une erreur ici, parce qu'ici, on a les complexes, et les complexes sont une des théories les plus paisibles qu'il y a. Pourtant, quand on ajoute l'exponentielle au complexe, on sait qu'on a des diagrammes très compliqués. Et non seulement on a des diagrammes très compliqués, mais on peut y interpréter l'arithmétique
Et donc, on a tous les phénomènes à la Gödel dans cette structure-là. Donc, la même structure qui est si paisible, on lui ajoute une seule fonction, l'exponentielle, par exemple, ou la fonction zeta de Riemann, évidemment, il donnera le même genre de problème, mais une seule fonction fait passer la théorie d'un coin de la carte à l'autre coin de la carte quand on la regarde en premier ordre. Et le fait qu'elle passe à l'autre coin de la carte est dû au fait que, ayant une fonction comme l'exponentielle, en prenant le noyau de l'exponentielle, on a les entiers, ou quelque chose qui a suffisamment de structure pour y faire monter tout ce qu'on peut faire sur les entiers, en particulier la vérité, des notions de vérité, des notions de définissabilité dans la théorie, et on arrive au phénomène de Gödel. Alors, il y a un problème, parce que l'exponentielle, en analyse complexe, mais Walter Rodin commence son livre d'analyse complexe en disant « The exponential function is the most important function in mathematics ». Et il a raison pour le dire. Ce n'est pas une phrase banale du tout, c'est une phrase vraiment importante. Et c'est une phrase qui, en fait, est au centre de ce genre de mouvement. Mais ce qui est intéressant dans le travail de Boris Zilber, qui est maintenant à Oxford, il était en Union soviétique avant, c'est qu'en réaxiomatisant, en changeant les axiomes de l'exponentielle complexe, il arrive en utilisant la logique infinitaire L oméga 1 oméga, il arrive non seulement à contrôler les propriétés exponentielles ou d'une fonction qui ressemble à l'exponentielle en tout cas, mais il arrive à la placer tout à fait de l'autre côté de la carte, du bon côté pour lui. Pour des gens comme Zilber qui sont intéressés aux interactions entre la physique contemporaine, mathématique, entre la théorie et le modèle, la géométrie non commutative, ils veulent, pour eux, le bon côté de la carte, c'est le côté tempéré. Mais s'ils veulent, mais en physique, l'exponentielle complexe est absolument centrale en quantique. Alors, il y a un problème. On veut faire de la physique, mais on est placé du mauvais côté de la carte dans l'autre sens. C'est intéressant qu'il y ait une transition. Et la transition, et ceci, je n'ai pas écrit sur ceci, mais c'est très intéressant qu'elle passe par des méthodes de Kiesler, des méthodes qui ont à voir avec le genre de mathématiques qu'on fait de l'autre côté de la carte, du côté orageux de la carte. Donc, on commence à avoir une espèce de mouvement beaucoup plus riche. Ce n'est plus une carte fixe, comme on voit d'habitude, mais on commence à avoir ce mouvement en utilisant les logiques infinitaires et les classes élémentaires abstraites. Bon, en guise de conclusion, donc, on a les zones dociles, les zones tempérées, ou vous avez dit un mot paisible. Je crois que paisible, c'est une description encore meilleure de cela. Indépendance riche pour la théorie et modèle, pauvre pour la théorie des ensembles. On a la dimension et beaucoup de géométrie et algèbre, je devrais ajouter là. On a aussi les zones chaotiques au nord-est de la carte, la théorie des ensembles et l'arithmétique, une très forte indépendance ensembliste, très intéressante pour nous, pour Myrna, pour Boban, pour beaucoup d'entre nous, pour d'autres raisons, très faible pour la théorie et modèle. Et puis, on a des transitions encore plus intéressantes, peut-être entre les deux, au prix de sortir de la logique du premier ordre. Ma question, en musique, jusqu'à présent, la plupart des formalisations semblent être plutôt du côté docile, peut-être, mais ça révèle peut-être simplement mon ignorance. Celle que j'ai vue jusqu'à présent utilise beaucoup de géométrie algébrique chez Timochko, et même dans le travail en topos, se place plutôt vers des régularités, mais est-ce que essayer de faire bouger les descriptions de la théorie musicale sur la carte d'une façon différente donnerait quelque chose de différent? Là, c'est une question pour vous. Merci beaucoup. Peut-être je vais me mettre à tes côtés. Voilà, tu peux te mettre ici, je vais me mettre ici. Voilà. Vous retirez l'écran, voilà, le partage, arrêtez le partage et on peut nous voir un peu en discussion.
Ça va un peu mieux. Voilà, que ce soit ça Là. Où ça? Cliquez tout simplement. Affichage. Affichage en haut à droite. Intervenant. Bon, ça, c'est Galerie, de... peut-être. C'est... Vas-y, affichage, descends galerie. Galerie. Oui. Et là, tu cliques sur vous. Non, je pense que c'était mieux l'intervenant de passer en mode plein écran, peut-être. Non, Non. ah voilà. Non, mais ici, je crois qu'on est déjà venu les intervenants. Ouais. Normalement, c'est en haut dans l'affichage, tout en haut à droite. Et là, c'est là. Affichage, suis, oui. Intervenant, parce que la galerie, c'est tout le monde. Hein. Donc, Bon, mais il vaut mieux galerie au moins. Juste une remarque, c'est que ça va changer votre paramétrage à vous d'affichage, mais pas de chaque personne qui. Oui. Tu vois quoi, toi? Moi, je vois la galerie parce que j'aime bien voir la galerie, mais c'est. donc, chacun peut choisir. Les choix sont indépendants là. Voilà, on a la dépendance. Et voilà, je suis désolée, mais je ne sais pas comment faire ça en Zoom. En fait, tu ne peux pas paramétrer les affichages des gens. Donc, ce que tu fais va juste changer ce que tu auras derrière pour toi, mais ne changera pas pour eux. Chacun change comme il veut chez lui sur son poste. Épinglé. Voilà. Voilà, on va épingler. En fait, peut-être on ne va pas épingler Patrick, sauf si Patrick ne veut pas ajouter l'épingle. Voilà, et maintenant on va enlever l'épingle ici, peut-être supprimer. Voilà, on est là. Ok, très bien. Mais ce que je vous explique, c'est que ce paramétrage que vous avez fait ne vaut que pour l'écran de la salle là. Il ne vaut pas pour les gens. Oui, mais les gens, chacun peut faire comme il veut. Bouton d'affichage en haut à droite, oui. Voilà. En haut à droite, on a un bouton d'affichage et on peut choisir les différents modes. Voilà, c'est ça. Donc, merci pour l'aide au Zoom. Ça, c'est devenu comme ça. On enseigne avec le Zoom et ça devient partie de notre pensée, malheureusement. Mais voilà, sortons maintenant de cette partie de la carte. Et je voudrais remercier Andrés pour cet exposé qui est très, très enrichissant pour moi. Au moins, j'ai trouvé que j'ai appris plein de nouvelles choses. J'ai trouvé que tu as mis une forme sur des choses que peut-être je connaissais, mais je ne les mettais pas de la même façon que tu as réussi à faire. Donc, vraiment, merci pour cet exposé. Et je pense que ça entre vraiment dans l'esprit de ce groupe de travail qui essaie de voir des choses un peu de grande picture, comme on dirait, voilà, donc de voir des choses en général. Et je voudrais ouvrir la discussion en prenant vos questions. Donc, peut-être on va commencer par la salle. Est-ce qu'il y a des questions pour André? Oui, François? Comment te situerais-tu par rapport à une problématique assez élémentaire que je vais exposer, pardonne-moi, mais enfin bon, qui serait que l'indépendance s'entend comme une non-dépendance. Donc, on pourrait supposer qu'on aborde ça par deux volets. Premièrement, qu'est-ce que c'est que la dépendance? Oui. Et deuxièmement, qu'est-ce que c'est que la négation de la dépendance? Oui. Donc, on aurait plusieurs caractérisations de ce qu'est la dépendance. Et par ailleurs, on sait qu'on a plusieurs types de négation. Donc, on aurait plusieurs indépendances à la lumière du fait qu'on aurait plusieurs concepts, notions de dépendance et plusieurs types de négation de ces différents concepts. Est-ce que c'est possible de situer une partie de ce que tu as dit dans ce schéma-là, ou est-ce qu'il est trop grossier? Non, mais c'est une question qu'on se pose toujours. Est-ce que je continue avec... oui, mais... Oui, peut-être. Mais les deux questions. Tout d'abord, les plusieurs types d'indépendance. Je n'ai pas exploré ici, vu le temps, la différence entre les dépendances, les différentes dépendances qu'il y a. Le diagramme que j'ai illustré un peu avait une dépendance qui est une des plus claires, les plus faciles à illustrer, qui s'appelle splitting en anglais. La plus fameuse, le forking, est
notamment plus difficile à expliquer, en tout cas pour la première fois, mais elle est beaucoup plus canonique. Il y a des notions de dépendance qui sont un peu passagères et qui changent beaucoup quand on change de théorie ou de perspective. Mais le grand théorème d'échelle, c'est aussi que le forking ne change pas, il ne peut pas changer. C'est exactement la même notion si on y arrive par un chemin, par un deuxième chemin, par un septième chemin, on arrive toujours à la même notion. Et cette canonicité de la notion de dépendance et indépendance, dans ce cas-là, c'est une seule négation, est aussi un thème important. Et c'est un thème qui a à voir avec les tranchées. Donc, cela répond peut-être partiellement à la première question. Toutes les dépendances ne sont pas exactement les mêmes. Il y en a qui sont beaucoup plus canoniques que d'autres. Et une grande partie de l'histoire de la théorie et modèle est un peu la recherche de notions de dépendance qui sont plus canoniques que d'autres. Cela, en fait, Hrušovský en a fait son thème de son travail de 2019-2020, ce qu'il appelle Definability Properties, Definability Schemes. Anyway, en tout cas, il se place sous la lumière de la théorie Galois et des notions de dépendance pour essayer de comprendre ce qui se passe là. Et donc, cela va un peu dans cette direction. Maintenant, la négation ou l'énégation de dépendance. Là, je crois qu'en général, on est très classique en théorie modèle. En général, on évite des négations intuitionnistes ou des négations genre faisceau, mais il n'y a aucune raison pour le faire. C'est tout simplement une question d'habitude. La théorie modèle est déjà assez compliquée comme ça, avec une négation classique, mais il se peut que, là c'est une question que je n'ai pas vraiment explorée, que certaines notions d'indépendance ou dépendance qui semblent différentes entre elles soient différentes justement parce qu'on prend des notions de négation plus fortes ou moins fortes, plus faibles entre elles. Donc, il y a toute cette espèce de treillis qui est là. Et c'est vrai, les négations différentes sont en train d'apparaître un peu partout. Si je peux me permettre de demander René Corry qui nous fait ici l'honneur d'être présent et qui est quelqu'un qui a travaillé sur la formulation de beaucoup de ces notions, qui est auteur de livres, peut-être même l'auteur de ce mot déviation que tu as mentionné, ou peut-être c'est quelqu'un d'autre, il peut nous expliquer. Ça m'intéresserait beaucoup si tu peux un peu nous éclairer de cette vision, un peu, disons, de la théorie des modèles historiques, etc., je pense. Je peux dire, j'ai essentiellement rien fait dans ce domaine. Il faut peut-être rendre déviation à ces auteurs qui sont, à mon avis, Froissart et Lascar. Oui, absolument. Je pense que c'est, je ne suis pas 100% sûr, mais je suis presque sûr que c'est eux qui ont créé. Alors, lequel des deux, je ne sais pas, mais ils ont travaillé ensemble. Voilà. Non, moi, si tu permets, je veux dire quelque chose de tout à fait différent à propos du mot indépendance. J'essaye, mais sans y parvenir évidemment, de faire changer des habitudes qui, à mon avis, ne sont pas bonnes à propos du mot indécidable. On appelle indécidable, la plupart du temps, on utilise le mot indécidable, pas que dans ce sens-là, mais aussi dans le sens de choses comme l'hypothèse du continu, etc. Alors que le mot qui conviendrait, c'est évidemment indépendant. Et ça amène, en particulier chez les étudiants, j'ai constaté ça assez souvent, une confusion entre indécisable au sens de l'effectivité, de la décidabilité, et indécidable au sens indépendant, parce que il y a ces deux choses qui, évidemment, ont des rapports, et ce télescope, et ça engendre de la confusion. Et moi, j'essaye de faire, je fais remarquer aux étudiants et aux gens qui parlent en général, c'est-à-dire souvent aux professeurs
l'enseignement secondaire, qui sont très intéressés par ces questions d'ailleurs. J'essaye de leur faire comprendre qu'il vaudrait mieux dire indépendant, mais on ne change pas les habitudes qui se sont répandues de façon universelle. Donc tout le monde continuera à dire que l'hypothèse du continu, c'est indécidable. Voilà. Et je pense qu'il vaudrait mieux dire indépendant. Sur les questions techniques de théorie des modèles, je ne suis vraiment pas compétent pour dire quoi que ce soit d'intéressant. Merci beaucoup, René. Je pense que ce que tu remarques est vraiment important, d'ailleurs. L'indépendance et l'indécidibilité ne sont pas du tout pareilles. Ce sont des notions logiques, toutes les deux très importantes. Et c'est vrai qu'il faut vraiment insister. Je suppose qu'en étant quelqu'un en théorie des ensembles, pour moi, c'est tout à fait clair qu'on devrait dire indépendance. Mais je pense que peut-être la grande communauté de mathématiciens, qui ne sont peut-être pas toujours les logiciens, tombent dans ce piège dont tu viens de nous remarquer l'existence. Merci. Donc, même les logiciens disent indécidable. Oui, il y a des logiciens aussi, oui. Peut-être je passe la parole à toi, André, si tu veux ajouter quelque chose. Les deux notions sont à la source de beaucoup de travaux importants pendant tout le XXe siècle. Et il y a peut-être des questions un peu historiques de présentation de groupes qui ont essayé de réduire à une seule notion, deux notions qui sont comme vous l'avez remarqué, bien différentes, mais qui semblent placer par rapport à certains problèmes un peu du même coin du point de vue plus général de la mathématique en général. Donc, oui, c'est peut-être, je suis d'accord, c'est peut-être important en ce moment de faire plus attention sur ce point, en tout cas dans ce qu'on écrit et qu'on enseigne, et quand on écrit des livres, des textes aussi, bien sûr. D'autres questions dans la salle? Ou peut-être les questions sur Zoom. On a ici quelques petites discussions. J'avais juste une question qui allait dans le sens de celle de François. J'ai trouvé vraiment, Andrés, merci beaucoup. Hein, c'est un exposé remarquable. Moi, j'ai appris plein de choses. Je ne connaissais pas ça. Puis, tu as fait l'effort de nous présenter les choses. En tout cas, pour moi, pas un mamufiste. Hein, François n'aime pas ça, mais un mamufique. Voilà, on peut imaginer beaucoup, réfléchir. Enfin, vraiment, merci beaucoup. Et la question que j'avais, c'est que dans la suite de ce que demandait François, c'est qu'on a eu à Mamuffi pas mal d'interventions et l'usage, des choses en termes de cartographie, de concepts, et pas de théorie forcément, justement, qui étaient dans la lignée des travaux de Robert Blanchet en logique, l'hexagone logique, et où justement on prend pour des concepts, pas des théories, hein, mais une sorte de cartographie qui va opposer les contraires, mais que commençait à faire François là, et en impliquant des négations différentes et des manières de nier différentes. Et moi, ce que ça m'a évoqué, c'était ça aussi, comme on avait parlé quand j'ai vu cette carte des travaux de Chalal-Conan avec les zones. Et je me suis posé la question, parce que quand on fait une cartographie de ce type, forcément, on s'intéresse à des propriétés particulières et on décrit les théories d'une certaine manière. C'est ce que tu as montré très bien là, hein. En l'occurrence, attaché au premier ordre. Enfin, et puis, il y a une façon de rentrer dans la cartographie. Les géographes qui font d'autres cartographies savent bien que la manière de décrire n'est pas neutre. Et est-ce qu'il y a des travaux qui s'intéressent à ces techniques, quelque part, de cartographie? Est-ce qu'il y en a d'autres? Toi, tu veux étendre celle-là? Est-ce que Sheila, c'est vraiment celle qui fait référence ou est-ce qu'il y a eu des débats aussi, quelque part théoriques, sur la manière d'organiser ce type de carte que moi, je ne connaissais pas, hein. Donc, c'est une question toi, qui est un petit peu comment dire, méta, parce que je ne peux pas rentrer dans la difficulté de ces transitions entre zones, hein, mais qui est plutôt sur la manière de construire ces cartes. Moi, je ne connaissais pas cette carte de Sheila, enfin, et Conan, là, je trouve ça assez fabuleux. Oui. Voilà. Oui, mais je crois que Sheila lui-même, je ne crois pas qu'il pense en termes de cette carte, en tout cas explicitement. Sûrement, il a une carte implicite dans sa pensée qui a fait aller dans la direction. Ce qui est vraiment important pour lui, quelque chose dont il parle tout le temps,
dans les interviews et qu'il mentionne dans ses livres et dans beaucoup de ses écrits, c'est l'importance de dividing lines. Et il donne toujours cet exemple, il donne plusieurs exemples. Par exemple, être un groupe et le contraire. Alors, personne ne commence un théorème en disant soit A un non-groupe, parce qu'un non-groupe, ne pas être un groupe, ne donne pas vraiment de l'information, pas beaucoup en tout cas. Alors que si on sait que G est un groupe, alors on peut commencer à dire un groupe ceci, un groupe abélien, un groupe tel, un groupe soluble, un groupe. Et il y a une théorie qui en résulte. Un autre exemple, c'est l'hypothèse du continu. Si on se donne l'hypothèse du continu, on peut en tirer beaucoup de conséquences qu'on veut ou qu'on ne veut pas avoir, mais la négation de l'hypothèse du continu, c'est un peu moins extrême que le cas du non-groupe, mais c'est vrai qu'avec la seule négation de l'hypothèse du continu, on ne peut pas aller si loin que ça. Donc ces exemples disent, non, dans les lignes, dans les tranchées que j'ai, dividing lines, les lignes de division, les deux côtés doivent avoir beaucoup d'informations. Alors j'ai parlé ici de stabilité d'un côté et ordre infini. Alors ordre, il y a beaucoup de conséquences qu'on peut tirer du fait de savoir qu'on a un ordre infini, mais une quantité énorme. Mais la stabilité aussi, aucune d'entre les deux n'est bonne ni mauvaise, les deux ont des propriétés très fortes. Alors la cartographie en découle, mais c'est un travail de génération. Cela est le pionnier des lignes divisoires, évidemment fondé aussi sur des travaux de Morley et d'autres gens, mais c'est tout un réseau de personnes qui ont continué à travailler. Ici à Paris, évidemment, Lascar et Poisat, évidemment, et comme René Cory nous a mentionné, ils ont pris le terme déviation et ils ont été à l'origine d'une étude qui est aussi très importante, qui a à voir avec la définissabilité de ces configurations, ce qu'on appelle définissabilité des types. C'est ici à Paris, ce n'est pas Sheila directement qui l'a mis au centre. Et puis, plusieurs autres générations ont commencé à tourner un peu autour de cette carte. Ce n'est qu'il y a peut-être 8 ans, 5 ans, que la carte a commencé à se produire en tant que telle. Donc, c'est comme une espèce de cartographie où on avait la carte depuis le monde était là depuis longtemps et ce n'est que maintenant qu'on récupère cette carte. Je ne connais pas l'hexagone. Je ne le connais pas. C'est plutôt pour des concepts, c'est pour structurer des concepts, moins que des théories. Donc François, tu me corriges, hein, toi tu l'utilises pas mal, hein, mais cela dit, il y a quelque chose qui ça m'a évoqué aussi, qui est un peu cette idée d'organiser en questionnant la structure sous-jacente quand émergent des théories ou des concepts et de les positionner, de voir les passages des uns aux autres. Enfin, c'est ça que j'ai trouvé très très fort là, et justement de montrer que certains passages pour les pensées ne sont pas pensables dans la carte elle-même, supposent une autre structure qui rend possible ce que tu as montré à la fin avec ces feuilletés, la carte feuilletée. Oui. Je trouve ça assez inspirant, quoi. Parce que, bon, si je reviens sur le problème initial qui était la politique au début, qui a évoqué l'indépendance, on a quand même aujourd'hui un problème de fragmentation, tu vois, de manière de percevoir, et ce qu'on a du mal, c'est à recoller tout ça. Donc, quand on voit cet effort théorique qui existe dans la logique autour de notions très précises, donc là, je ne veux pas faire des rapprochements brutaux, faut pas, voilà, c'est plutôt comment dire, une réflexion très, très libre là, que je fais. Hein. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le geste théorique là, qui est, je trouve, très intéressant pour penser des mondes qui coexistent, des régions plutôt, des régions qui coexistent. Voilà, c'est un peu ce que ça m'a inspiré, moi, en termes de réflexion libre. Mais si tu veux, c'est un peu, pour simplifier sur l'hexagone logique, ça serait l'idée que la non-dépendance n'est peut-être pas tout à fait la même chose que l'indépendance. On va dire, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Les mathématiques et je ne sais pas quoi, et l'agriculture sont non dépendants. On voit bien que quand on présuppose l'indépendance, on a un petit peu comme à propos des groupes, d'une façon, comme tu disais, un non-groupe, on a l'idée que ça pourrait y avoir, voilà. Et de la même manière, une non-indépendance ne serait pas forcément une dépendance. Tu vois, oui. bon, là, c'est projeté dans le langage, mais oui. On voit bien quand même que dans l'idée d'indépendance, il y a une présupposition quand même assez forte sur une dépendance possible.
Bien sûr. Et donc, on peut avoir des situations de non-dépendance qui ne seraient pas forcément bien caractérisées par la notion d'indépendance. Enfin, voilà ce genre de... Deux choses qui n'ont rien à voir avec avec l'autre Oui. ne peuvent pas être indépendantes. C'est ça, elles sont non dépendantes. Transversal, oui. Et des choses qui sont non indépendantes ne sont pas forcément pour autant dépendantes. Oui. Enfin, Oui. Oui. Je voudrais prendre votre question. Dans votre approche, est-ce que vous avez une approche lénidienne qui préconise dans ce sens le rapport de dépendance entre Cohen et Gödel, l'indépendance des deux, dans votre partie sur les feuilletés? Parce qu'il y a souvent une confusion effectivement entre indépendance et indécidabilité. Et je sais que j'ai un petit ouvrage de Jean-Yves Girard, qui date d'un certain de 20 ans, qui explique le théorème de Gödel. Et dans cet ouvrage, on a une version de 63 où Gödel ajoute le théorie de Cohen en 63. Donc, y a-t-il dans votre approche une dépendance ou une indépendance entre l'approche de Gödel ou l'approche de Cohen si on sort du deuxième ordre? Du premier ordre, oui. Oui, si on sort du premier ordre, mais l'intention de la carte est une intention venant de la théorie des modèles, plutôt, et les phénomènes de Cohen et Gödel se retrouvent toujours à un côté de la carte, au coin que j'ai appelé orageux de la carte. Ils sont toujours là. La carte de premier ordre fait partie intégrale de la carte dans les ordres supérieurs, si on veut, ou plutôt dans les classes élémentaires abstraites, ce qui est plus précis. Et toutes ces foliations, elles n'oublient jamais les phénomènes à la Gödel et les explications de Cohen. Elles sont toujours là. Je ne prends pas de position nécessairement platonicienne, mais c'est peut-être une position un peu plus regarder ce qui se passe dans la carte et puis faire l'analyse philosophique de ce qui se passe là. C'est une possibilité, peut-être plus phénoménologique, je ne sais pas, c'est une autre chose. Mais tout ce qui vient dans la carte plate du premier ordre se retrouve toujours là. Sauf que ça peut être relié de façon un peu plus directe, peut-être, à des notions qui ont des notions d'indépendance qui proviendraient de l'autre côté de la carte, qui se retrouvent d'une certaine façon mystérieuse par la construction de ces nouvelles cartes. Peut-être je vais me permettre d'ajouter une chose importante qui me semble importante, c'est que de ce dont Andrés nous a parlé, c'est une division des théories et pas une vision localisée dedans dans une théorie. Et votre question est peut-être plutôt sur une de ces théories qui notamment est la théorie des ensembles. Et un phénomène local qui se produit là, c'est qu'en fait, en passant dans une autre logique que la logique de premier ordre, en fait, on va avoir exactement l'opposé de ce que André nous a expliqué. On va simplifier les choses d'une certaine façon. C'est-à-dire la théorie des ensembles ZFC dans le deuxième ordre est quasi axiomatique, on le dit, parce qu'il y a un théorème de Zermelo en 1930 qui dit que les seuls modèles de cette théorie sont de la forme V kappa pour un kappa fortement inaccessible. Donc, ça veut dire que si on imagine les méthodes de Cohen dans la théorie de deuxième ordre, ça n'existe pas. Dans la théorie des ensembles de deuxième ordre, il n'y a pas de forcing parce qu'on ne peut pas passer d'un modèle à un autre par une méthode outre que juste changer le cardinal kappa inaccessible. Donc, c'est parfaitement possible qu'il n'y ait même pas de modèle ou qu'il y ait un seul. S'il y a un seul cardinal fortement inaccessible, il y a une seule théorie des ensembles, ZFC, deuxième ordre. Donc, c'est ça, en fait, un peu l'opposé de de phénomène que tu as expliqué. Et aussi, le travail de Gödel aussi, c'est important d'être dans la théorie de premier ordre aussi.
c'est un peu malheureux pour revenir à la question des mots, qu'on utilise le mot incomplétude et complétude pour deux choses qui sont tout à fait différentes et pas l'opposé l'un de l'autre. La théorie la logique de premier ordre est complète, donc on utilise cette complétude qui a été d'ailleurs découverte par Gödel pour démontrer l'incomplétude des théories comme la théorie des ensembles dans premier ordre. Donc, voilà, peut-être votre question se trouve dans l'analyse locale des éléments de la carte et ça, son approche se trouve dans la dimension, regardant cette carte avec une autre dimension. Oui, François. Peut-être aussi te remercier pour la qualité de ton exposé. Franchement, c'est formidable. Et je voulais quand même rebondir sur ta proposition finale sur la musique, l'allusion à la musique. Je te remercie d'avoir fait. On pourrait imaginer, mais je te livre ça plutôt comme un sujet de méditation, que la zone docile en musique, il y a les théories musicales et les théories acoustiques. Il y a la logique de la musique et la logique du son, c'est pareil. Ouais. Et donc, évidemment que la musique croise les deux, parce qu'il n'y a pas. Et donc, peut-être que la zone docile serait plutôt du côté des théories proprement musicales de l'écriture, qui a quand même très à voir avec la gébrisation, la géométrie algébrique, et puis que les zones plus, je sais pas comment tu les appelais, chaotiques, etc., sont précisément du côté du son et comment il est capable de le maîtriser. Qui correspond assez classiquement en musique, un peu deux pôles entre le rythme, on va dire, qui est très algébrisé, et les figures du timbre, dans leur diversité en plus acoustique, qui sont beaucoup plus difficilement maîtrisables, en particulier d'un point de vue informatique. Donc peut-être, pour répondre simplement, saisir la perche que tu nous as très aimablement tendue, de dire que cette polarité pourrait renvoyer à ce qui est plutôt du côté de l'écriture musicale et ce qui est du côté de la réalité acoustique de la musique avec la même chose, enfin une même tension entre docilité et risque de chaos, etc. Enfin, voilà. Non, mais justement, merci d'avoir fait, et c'est pour ça que je renvoie ça, te remercier vraiment au nom de Mufi de la qualité de ce que tu nous as présenté. Merci beaucoup. Oui, merci moi beaucoup. aussi, je voudrais te remercier vraiment et d'autres en ligne ont beaucoup apprécié ta présentation. Merci beaucoup, André. Merci beaucoup. Et maintenant, je vous propose une pause de 2-3 minutes justement pour voilà, cette autre chose technique. On revient avec la fin.